expérientiel, nous avons eu le coaching, on the job, il est temps maintenant de plonger dans la méthode collaborative ou coopérative, que voici, mon cher Martin. Le temps est lancé. Je voudrais commencer par en fait, vous adresser une question très directe. Est-ce que vous pensez, dans votre activité, quelle qu'elle soit, que vous faites appel, vous contribuez, vous utilisez les méthodes coopératives? Ou en tout cas une forme de coopérativité, de collaboration? Spontanément, levez la main, juste savoir si vous pensez que oui. Voilà. Ben, en fait, je constate quand même une bonne moitié. Moi, en tout cas, mon credo, c'est que intuitivement, en tout cas, c'est un peu comme monsieur qui fait de la prose sans le savoir. On fait de la collaboration, pas toujours consciemment. Ça peut être simplement dans sa réunion d'équipe, ou dans une mise au vert, ou dans différentes façons. En tout cas, la vie d'entreprise, la vie d'organisation et la société de manière générale fonctionne en collaboration, avec beaucoup de collaboration, on n'en est pas toujours conscient. Et c'était une des remarques avec la personne avec qui j'étais à la pause, il me dit, oui, comment le faire que ça devienne alors plus permanent, plus régulièrement, faire passer à un niveau plus grand. Avant d'amener des éléments de réponse, je voudrais préciser quelques questions de vocabulaire. La collaboration, coopération, moi j'y vois pas de différence en tout cas, mais il y a différents stades, si je peux dire. Le plus léger, c'est ce qu'on appelle la consultation, en tout cas en termes participatifs citoyens. La consultation, c'est qu'on amène quelque chose de tout fait, la direction, et les gens donnent juste leur avis. Il n'y a aucun aménagement qui est fait par rapport à une... Voilà, c'est un avis. C'est une forme de participation très limitée. On donne son avis. On ne changera rien à la solution, mais au moins on a un avis. Et puis progressivement, il y a la concertation, où là... On demande des aménagements, on a une solution et on demande des aménagements. Et là, il y a donc une forme de co-construction qui apparaît, c'est qu'il y a un droit de réponse, un aménagement potentiel. Et puis, on passe à la co-élaboration, du co-design. Il y a plein de mots pour dire ça, comment est-ce qu'on construit ensemble. Et puis, il y a un stade où moi, je ne vais pas aller, mais c'est un mot qui est important aussi, c'est ce qu'est la gouvernance. C'est que je ne vais pas vous parler, en tout cas, de méthodes coopératives pour prendre des décisions. La gouvernance, c'est vraiment comment est-ce qu'on prend des décisions de manière coopérative. Comment est-ce qu'on oriente la stratégie, comment est-ce qu'on oriente nos organisations. La gouvernance, c'est la démocratie, la gouvernance, c'est la sociocratie, la gouvernance, il y a plein de modes de gouvernance, je n'en parlerai absolument pas. Ce que j'évoque moi ici, c'est comment est-ce qu'on récolte des avis, comment est-ce qu'on sollicite les participations des gens sans processus de décision. C'est un recadrage important, j'ai envie de vous faire. Si vous connaissez la petite histoire des trois aveugles face à l'éléphant, vous connaissez ça, ces trois aveugles qui découvrent un animal extraordinaire et chacun, ils échangent leurs impressions. Il y en a un qui dit oui, moi c'est un tronc d'arbre, il est solide comme un roc qui touche la jambe de l'éléphant. L'autre dit non, 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 tu te trompes complètement. C'est souple, c'est doux, c'est ample, c'est comme une feuille mais gigantesque. C'est l'oreille de l'éléphant. Le troisième, il dit non, non, vous vous trompez les gars, c'est comme un serpent, c'est agile, c'est souple, c'est la trompe de l'éléphant. Et nous on regarde là à l'extérieur en disant ah, ils sont vraiment cons, ils n'ont pas vu que c'était un éléphant. Néanmoins, la réalité c'est qu'ils ont tous les trois raison et qu'ils décrivent quelque chose qu'ils ne connaissent pas complètement. C'est un état d'esprit, en tout cas, qu'on n'a pas toujours, c'est-à-dire qu'en fait, chacun a un bout de la lorgnette. Celui qui est à l'extérieur et qui est bienvoyant, il dit mais vous êtes con, c'est un éléphant. Mettons qu'il ait les yeux bandés, il écoute tout ça, il essaie de se dire mais qu'est-ce qu'ils sont en train d'imaginer, il essaie de se faire la big picture. Ça c'est la posture du formateur, qui est pas vraiment un formateur, mais qui est ce que j'appelle ce qui s'appelle un facilitateur. Il est dans une posture de se dire qu'est-ce que mes participants sont en train de dire sur the big picture, enfin, qu'est-ce qu'ils sont en train d'essayer de voir ensemble. Donc ça c'est la posture qui est un des premiers grands trucs très importants par rapport à ici, on est dans un contexte de formation, il doit vraiment être très à l'écoute, il n'est pas détenteur d'une solution à transmettre. Il ne transmet pas quelque chose, voilà, c'est ça.
c'est un éléphant, lui-même ne sait pas que c'est un éléphant, et il doit être à l'écoute pour découvrir les choses avec les participants. C'est ce qui est le facilitateur, quoi. On est dans, enfin, si je reprends ta grille, votre grille, je réagirais que, enfin, au niveau des savoirs, des compétences, je ne sais pas si on peut parler de savoir collectif, mais en tout cas, il y a une dimension qui est que il y a une interaction essentielle entre un ego, entre une personne et un collectif, et que dans ce cadre-ci, l'un nourrit l'autre et mutuellement. L'individu nourrit le collectif, et le collectif, en retour, a une influence sur l'individu. Donc il y a vraiment ici une interaction à avoir entre les deux. C'est pour ça que savoir collectif est important. On construit quelque chose, une émergence, on construit quelque chose, et ce quelque chose qui se construit, la vision que tout le monde en a, donne un retour, une réciprocité à dire ok, je m'implique là-dedans. Ce qui en vient à un mot très clair, c'est le cadre. Le cadre est un élément super important de toute démarche participative, et l'énergie qu'on peut y passer est très importante. Dans une formation, le cadre il est clair, mais souvent il n'est même pas expliqué tellement c'est clair, parce qu'on a tous été à l'école, on sait que quand on va en classe c'est pour apprendre quelque chose, et pour en retirer quelque chose, un diplôme, rien. Dans une démarche participative, les gens, on n'a pas tellement de culture de la participation, et donc il est super important de préparer abondamment avec les donneurs d'ordre, et d'aller chercher les motivations de l'organisation. Pourquoi est-ce que vous voulez faire de la participation? D'abord vous, institutionnellement, et puis pourquoi est-ce que vous voulez solliciter les gens pour ça? Est-ce que vous n'avez pas vous-même la réponse à toutes ces questions-là? La demande numéro... Enfin, si on peut parler d'attente d'une organisation, il y en a une à mon sens, mais elle n'est pas toujours consciente, c'est que les donneurs d'ordre ont une attente systémique qui est défaillante, quoi. Ils peuvent le qualifier de manière, oui, on ne dit pas bonjour quand ils rentrent dans le magasin, ça ne va pas, on va prendre un cours pour dire bonjour. On peut, nous en tant que facilitateur, s'étonner de ça et dire mais pourquoi, enfin, quel est le problème? Donc il y a généralement une attente non formulée systémique de groupe à plus ou moins grande échelle. Parfois c'est toute une institution, la culture d'entreprise ne va pas, il y a ceci qui manque, on doit passer chez Mediamarkt, on doit passer d'une culture de vendeur de boîtes à préoccupation client. C'est un gros changement systémique qui est formulé, pas toujours consciemment. Et les méthodes participatives partent du principe que personne, pas même le comité de direction, n'a la solution complète aux problèmes formulés. Il faut être confrontant avec la direction qui dit « moi je veux de la participation parce que je voudrais qu'ils disent bonjour à chaque fois qu'il y a un client qui vient dans le magasin ». C'est peut-être pas la solution qui va convenir à tout le monde, qui va faire que ça va marcher. Chaque participant doit pouvoir trouver la manière d'accueillir le client qui pourrait être culturellement acceptable. Enfin, on met un cadre, mais donc il n'y a pas une solution qui va fonctionner pour tout le monde. Et cette posture-là fait que la direction doit être claire sur le fait qu'il n'y a pas un contrôle, une volonté de contrôle sur on doit arriver à ce résultat-là. Donc, d'où le cadre est super important dans ces démarches-là, de l'intention, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça, qui on veut impliquer, pendant combien de temps, de quelle manière, et donc toute une série de questions super importantes. Si je reprends donc, le cadre, ça c'est généralement on passe beaucoup de temps à cadrer les choses. Ça c'est peut-être je n'ai pas de chiffres réellement, mais c'est plus important dans un budget que de prescrire un programme, d'arriver avec un programme tout fait. Et c'est parfois difficile à faire entendre à une direction également qu'il s'agit en fait d'un changement culturel, et donc c'est plus de l'accompagnement, du conseil structurel également, quoi. Il y a ces deux rôles avec le facilitateur sont réellement connexes en tout cas.
La taille, moi, si je dois réagir rapidement, là, hop, les nombres de participants, vous avez bien compris que c'est illimité. Par contre, on peut quand même signaler un ratio de dire qu'un facilitateur s'occupe d'un groupe de 20 à 50, et puis au-delà de 50, il faut qu'il y ait un deuxième facilitateur. Même si le groupe est ensemble, réuni, on peut faire des groupes de 1000 personnes dans des grands halls sportifs, etc. Ça peut vraiment se faire, la facilitation. Mais il y a alors des relais, quoi. Il y a peut-être un seul qui va parler devant tout le monde, mais il y aura plusieurs qui seront dans le groupe pour aménager, faciliter l'aménagement, la dynamique, les mouvements de foule, etc. Il y a vraiment un ratio de dire qu'il y a une personne par 40 à 50 participants qui facilite le moment même. Ça, c'est un ratio important. Alors, dans l'homogénéité souhaitable, là, par contre, il y a un changement culturel, c'est que, comme on est en réflexion systémique, ce n'est pas du tout une représentativité verticale des choses. Ah, mais il faut qu'il y ait le chef du département un tel, il faut qu'il y ait le chef du département un tel, on doit appliquer le RH, etc. C'est plus une représentativité de la diversité des fonctions qui sera super important, puisque ce qu'on doit veiller, c'est que, si on parle de systémique, c'est de regrouper le système dans son entièreté. Faire fonctionner un mini-système ensemble, un peu. Enfin, il y a plein de méthodes systémiques, mais donc, idéalement, il faudrait presque ramener les actionnaires, les stakeholders, aussi différents qu'ils soient, pour que cette diversité soit représentée et active pendant ce moment, pour représenter la diversité des gens. Ah, moi je vois une feuille d'arbre, enfin, moi je vois la feuille d'arbre, l'oreille, moi je vois le pied de l'éléphant. C'est ce brassage de choses qui fait qu'on a vraiment une réflexion plus large. Hein, sur ça, c'est le lien avec ce que tu disais en terminant, quelle est finalement la vision, le rêve qu'on peut avoir. Ce rêve-là, on ne l'a que en brassant la diversité, quoi. Donc il ne faut pas trop de... Enfin, faut pas c'est l'inverse de l'homogénéité. Alors, il y a un point d'attention également très important sur le dispositif, modalité technique pédagogique. Le dispositif physique est super important. On est dans une culture du non scolaire. Donc, où il n'y a pas un maître qui apprend aux autres, mais où il y a véritablement un soin qui est porté, c'est-à-dire, en fait, on a une équivalence d'expertise. Hein, il y en a qui auront plus d'expertise, parce qu'ils sont... Mais il y a une vraie culture de dire, ok, en fait, on est tous experts, ou il n'y a pas d'experts. Hein. Puisqu'on construit un savoir, qui peut dire qu'il sait tout? Qui peut dire comment être accueillant avec le client? Il y a des gens qui vont arriver avec des solutions peut-être totalement farfelues, mais qui vont s'arrêter être la grande révolution d'entreprise. On ne peut pas le dire à l'avance, et donc il faut accueillir cette diversité. Donc le dispositif classique, c'est le cercle de parole, ou en tout cas le cercle de parole, plutôt que la configuration théâtrale, style un maître et ses apprenants, qu'on a vu dans la petite photo un peu cliché. Hein. On est dans j'utilise les clichés pour que ce soit bien clair. Donc le dispositif de l'espace est très important. Il y a tout ce qu'on appelle les codes. Les codes scolaires nous influencent profondément dans notre capacité à être spontané, à être participant. Et tous ces codes doivent être soignés et explicités, éventuellement formulés dans quelque chose avec les gens. 4 minutes. Avec les questions. Avec les questions. Donc voilà, code non scolaire, vous aurez compris. Taxonomie de Bloom, je connais, mais je n'en parlerai pas. Je vous fais le malin. Et voilà, dans l'accompagnement, voilà, c'est le facilitateur. Il faut un facilitateur. C'est une personne extérieure, elle ne peut pas être liée au contenu. C'est un garant du cadre et dans son exécution. C'est indispensable, que ce soit pour 3, pour 10 ou pour 1000 personnes. C'est un incontournable, sinon vous êtes à la fois dedans et dehors. Et ça, les gens, ils ne sont pas dupes. Il faut qu'il y ait la confiance de dire, je peux tout dire. Et il y a une personne qui va l'écouter. C'est pas mon chef qui a pour une fois changé sa casquette. Allez, maintenant, on va être créatif. Coopératif, excusez-moi. J'ai terminé. Ah, juste une petite question. Quid de la mission du facilitateur et de l'animateur? J'ai l'impression que ce n'est pas les mêmes. Quand on est dans une réunion, il y a un facilitateur, il y a aussi un animateur. Est-ce que le facilitateur peut se permettre, par exemple, de gérer
le temps, de gérer les interactions et tout ça. Je pense que c'est pas la même chose. C'est à peu près la même chose dans la manière dont je l'ai expliqué ici. C'est une personne qui est présente le moment même lors du moment de coopération. Et il y a un autre rôle qui est plutôt celui qui est un garant de processus, qui est plutôt une fonction peut-être d'accompagnement, de consultant sur un processus. Parce que c'est important, la coopération est une culture dans une vie d'entreprise qui est complémentaire à tout ce qu'on fait ici. C'est bon, quelque chose qui doit se faire dans la continuité, idéalement si on avait des métriques, des repères, 1 à 2 fois par an, il faut un moment de coopération dans toute équipe, dans toute institution, pour que l'institution soit apprenante, souple, vivante. Enfin, il y a vraiment un besoin, je vais presque dire organique, mais un besoin humain, sociologique, à dire ok, maintenant on change et on est plus ouvert, quoi, et on peut dire et contribuer. Et là on arrive à la notion de rétribution. Comment est-ce qu'on est reconnu? C'est une des attentes du participant. Il contribue, on reconnaît qu'il contribue, il y a quelque chose qui se passe dans l'au-delà du financier. D'autres questions? Ouais.